Le 10 mars 1905, à 7h du matin, à Brockton, Massachusetts, l'usine de chaussures R.B. Grover commençait sa journée. Tragiquement, 58 personnes étaient sur le point de perdre la vie. Alors que l'équipe du matin commençait, les femmes s'installaient à leurs machines à coudre, cousant méticuleusement le cuir, tandis que les hommes transportaient les matériaux dans toute l'usine. Au fond du sous-sol, la chaudière fonctionnait avec un ronronnement constant et chaud, apparemment ordinaire, ayant opéré de la même manière pendant de nombreuses années. 20 minutes auparavant, le chauffeur l'avait inspecté, ne trouvant aucun problème. Par la suite, un rivet a cédé. Au lieu de simplement fuir, la chaudière a violemment explosé. Une masse de fer de 15 tonnes a traversé le plafond du sous-sol, puis le premier étage, et a continué à travers le second. Elle a ensuite percé le toit, traversé la rue, et finalement s'est écrasée dans un salon résidentiel à 90 mètres de là. La structure de l'usine a implosé. Des briques, des poutres en bois et des corps humains ont chuté dans le vide laissé par la chaudière. En seulement 5 secondes, 58 vies ont été éteintes. Beaucoup ont péri instantanément, inconscients de leur destin, tandis que d'autres n'ont eu qu'un bref instant pour lever les yeux. Les survivants ont décrit le son comme si la terre elle-même était déchirée. L'air était épais de l'odeur de vapeur surchauffée, de charbon brûlé et d'une odeur organique troublante, quelque chose qui n'aurait pas dû être combustible. Cependant, l'incident de Grover n'était pas le plus catastrophique. La cause sous-jacente qui a coûté la vie à ces 58 personnes se développait depuis des années, invisible, inaudible, mais entièrement prévisible. Les enquêteurs attribueraient la catastrophe à une erreur humaine, une conclusion qui s'avérerait incorrecte. Cet événement n'était ni sans précédent, ni ne serait le dernier. Pendant un demi-siècle, les ingénieurs ont persisté à construire ces appareils, bien qu'ils soient conscients du potentiel de telles catastrophes. La raison, sans ces machines, la révolution industrielle, les centres urbains et même le monde moderne tel que nous le connaissons n'auraient pas pu se matérialiser. Les chaudières à vapeur fournissaient l'énergie pour pratiquement tout. Pourtant, le prix d'une telle puissance immense était tragiquement payé en vies humaines. Pour comprendre pourquoi leur construction a continué, il faut d'abord saisir la nature indispensable des chaudières. Et une petite note. Si vous trouvez cela intéressant, veuillez envisager de vous abonner et de laisser un commentaire. Je lis chacun d'eux. Maintenant, revenons à notre sujet. Pendant 50 ans, la chaudière à vapeur a véritablement servi de moteur à la civilisation. Et ce n'est pas une exagération. Avant l'avènement de la vapeur, les installations de fabrication étaient contraintes par des limitations géographiques. La construction était dictée par la présence de rivières suffisamment rapides, de routes accessibles pour le transport hippomobile et la portée de la main-d'œuvre. Cependant, la puissance de la vapeur a brisé ces restrictions. Une chaudière pouvait être située pratiquement n'importe où. En l'alimentant en charbon et en eau, elle générait une puissance constante, évolutive et illimitée. Par conséquent, les usines n'étaient plus dépendantes des rivières pour leurs opérations. Les usines textiles ont vu le jour au Massachusetts, à des centaines de kilomètres des sources d'énergie hydraulique. Des aciéries ont été établies à Pittsburgh et des installations de fabrication de papier parsemèrent la région des Grands Lacs. La production manufacturière a augmenté de façon spectaculaire, les chaudières à vapeur devenant essentielles à presque tous les secteurs. Les navires traversaient les océans, propulsés par l'énergie générée par les chaudières. Les hôpitaux utilisaient des chaudières pour chauffer des installations entières, mais leur application ne se limitait pas à l'industrie. Les complexes d'appartements à New York et Chicago faisaient circuler de la vapeur dans des tuyaux procurant de la chaleur à des milliers de résidents tout au long de l'hiver. Par conséquent, des centres urbains entiers
sont devenus dépendants d'une machine que la plupart des habitants n'ont jamais rencontrée. Les systèmes d'approvisionnement en eau publique dépendaient fortement des pompes alimentées par des chaudières. Sans ces systèmes, les zones urbaines ne pouvaient pas s'étendre au-delà d'une certaine limite. Dans les années 1880, chaque pôle industriel comptait des centaines de ces unités fonctionnant simultanément. Chaque unité s'agrandissait dans la quête d'une plus grande efficacité. L'augmentation de la production de vapeur permettait d'alimenter davantage de machines, ce qui nécessitait ensuite plus de travailleurs, tout dépendant d'un seul point de défaillance potentiel. Ainsi, une usine textile de taille moyenne en 1890 alimentait 50 métiers à tisser mécanique, 20 cardeuses et une douzaine de presses avec une seule chaudière. Cette chaudière assurait l'emploi de 300 personnes et subvenait aux besoins de 300 familles. Une seule machine représentait la différence cruciale entre une usine en activité et une structure à abandonner. Les avantages économiques étaient convaincants. Les coûts de production étaient réduits de moitié lorsque les usines les mettaient en œuvre. Cependant, cette efficacité s'accompagnait également d'un risque concentré. Par conséquent, les marges bénéficiaires ont doublé, tandis que les dangers potentiels se sont multipliés. Des industries entièrement nouvelles sont devenues possibles. L'ingénierie semblait bien établie, car les chaudières fonctionnaient depuis des décennies. Des milliers d'unités fonctionnaient quotidiennement sans incident. Cependant, cette performance constante favorisait un faux sentiment de sécurité. Par conséquent, l'hypothèse la plus périlleuse de l'industrie est devenue que la sécurité était assurée par la répétition. Le succès obtenu par l'échelle masquait la menace croissante. Alors, qu'est-ce qui pouvait bien mal tourner ? Manchester, New Hampshire, comptait 218 chaudières en service en 1895. Lowell, Massachusetts, en affichait plus de 300. Mais Pittsburgh en abritait des milliards. Par conséquent, l'ampleur n'était pas seulement impressionnante. C'était une situation très volatile, semblable à une poudrière attendant une étincelle. Il ne s'agissait pas d'opérations mineures. Les usines Amoskeag de Manchester à elles seules employaient 17 000 travailleurs. Chacun de ces individus dépendait des chaudières. Les usines textiles transformaient le coton brut en tissu fini à des rythmes qui auraient été inconcevables une génération auparavant. Une seule grande usine était capable de produire 40 milliards de tissus finis chaque jour. Chaque jour, cette quantité de tissu était suffisante pour produire 8000 chemises. C'était la production quotidienne, mais voici ce que personne n'avait prévu. Si une seule chaudière tombait en panne, elle ne se contenterait pas d'arrêter la production. Par conséquent, elle avait le potentiel de désactiver les chaudières adjacentes au sein du même complexe. Une seule explosion avait le potentiel de déclencher une défaillance en cascade. Les papeteries du Wisconsin et du Michigan produisaient 30 à 50 tonnes de papier fini toutes les 24 heures. Les aciéries de Pennsylvanie utilisaient des machines alimentées par des chaudières pour laminer le fer et façonner l'acier pour les chemins de fer, les ponts et les bâtiments. L'infrastructure même de l'Amérique moderne était construite grâce à l'application de l'énergie des chaudières. Les systèmes de services publics en dépendaient avec une intensité égale. Les villes avaient besoin d'eau, mais la distribution d'eau nécessitait de la pression. Par conséquent, des pompes actionnées par des chaudières transportaient quotidiennement des millions de gallons des réservoirs vers les réseaux de distribution. Le système d'eau de Boston au XIXe siècle. Chaque jour, 15 millions de gallons étaient transportés via des stations de pompage alimentées par des chaudières. À Chicago et New York, les systèmes de chauffage urbain dépendaient d'installations de chaudières centrales pour fournir de la chaleur à des pâtés de maisons entiers. Des centaines de structures, y compris des immeubles d'appartements, des bureaux et des hôtels, recevaient de la vapeur via des pipelines souterrains. Une seule installation de chaudière avait la capacité de chauffer 20 bâtiments.
Cependant, si elle tombait en panne en janvier, d'innombrables personnes seraient y confrontées à des températures glaciales. Par conséquent, ces machines transcendaient le simple statut de machines industrielles. Elles fonctionnaient comme un support de vie essentiel pour les centres urbains. Leurs répercussions économiques étaient immenses. Les usines adoptant la puissance de la vapeur pouvaient augmenter leur production de 3 à 5 fois, tout en réduisant les dépenses de main-d'œuvre de 40%. Néanmoins, cela impliquait un investissement en capital plus important dans un seul équipement. Ainsi, l'impératif financier de maintenir son fonctionnement était immense. Une usine textile utilisant l'énergie hydraulique avec 500 employés pouvait doubler sa production de tissus avec seulement 300 ouvriers en passant à la vapeur. Les réductions de coûts n'étaient pas insignifiantes. Au contraire, elles étaient transformatrices et cette transformation s'est étendue au monde entier. Des nations comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France possédaient chacune des dizaines de milliers de chaudières. Tous les pays industrialisés ont établi leurs économies sur un socle identique. La puissance des chaudières. Pourtant, cette adoption généralisée impliquait une décision de conception qui n'a pas été remise en question à cette époque. Pour une efficacité optimale, les chaudières étaient situées au centre des installations, à l'intérieur des bâtiments, parmi la main-d'œuvre, précisément là où l'énergie était nécessaire. Le transport de la vapeur par de vastes tuyauteries entraînait des pertes de chaleur et de pression. Cependant, c'est ce détail qui aurait dû faire réfléchir tout le monde. Par conséquent, l'appareil abritant une énergie catastrophique était positionné en plein cœur de l'environnement de travail. Bien que ce choix fût économiquement rationnel, il impliquait de garder l'équivalent d'une demi-tonne de TNT à proximité de familles s'efforçant de gagner leur vie. Cela nous amène à examiner leur construction réelle. Permettez-moi d'illustrer ce qui a été réellement construit. Concernant ses dimensions, une chaudière Lancashire mesurait 30 pieds de long et 8 pieds de diamètre. Imaginez un récipient cylindrique horizontal, de taille comparable à un wagon-citerne ferroviaire, situé dans votre sous-sol, à seulement 10 pieds du plancher de l'usine. Son enveloppe était fabriquée à partir de plaques de fer, chacune mesurant un demi-pouce d'épaisseur. C'était du fer, pas de l'acier. Ces plaques subissaient un moulage en fonderie, étaient chauffées jusqu'à atteindre une incandescence orange, puis laminées et façonnées, alors qu'elles étaient encore à haute température. Les températures étaient extrêmes. Les ouvrières portaient des tablières de cuir et des gants épais. Pourtant, les brûlures étaient une monnaie courante. Avant l'assemblage, chaque plaque dépassait 300 livres en poids, mais la fonte possède une vulnérabilité inhérente. Par conséquent, chaque plaque contenait des imperfections invisibles dues à son moulage, des poches de gaz, des corps étrangers et des contaminants qui serviraient finalement de pointe de formation de fissures. Des années plus tard, elles se chevauchaient sur leurs bords, formant des connexions qui nécessitaient un scellement. C'est là que les rivets sont devenus essentiels. Les rivets servaient à fixer tous les composants. Chaque rivet mesurait 3/4 de pouce de diamètre, fabriqué à partir de tiges de fer coupées à des longueurs spécifiques et chauffé dans une forge jusqu'à être presque incandescent. Le vacarme dans un atelier de rivetage était assourdissant. Les marteaux frappant le fer produisaient une résonance semblable à celle d'une cloche, et les ouvriers devaient crier pour communiquer au-dessus du bruit. Par la suite, ils étaient enfoncés à travers des ouvertures prépercées dans les plaques qui se chevauchaient. Une équipe de riveurs opérait à l'unisson. Un individu chauffait le rivet, un autre le plaçait, un troisième frappait la tête avec un marteau et un quatrième fournissait un support avec une lourde barre de fer appelée contre-boutrolle.
L'impact du martelage comprimait le fer chauffé, le faisant se dilater et remplir entièrement l'ouverture. En refroidissant, il se contractait, rapprochant les plaques avec une puissance immense. Cependant, c'est ce que les ingénieurs n'ont pas pris en compte. Par conséquent, une seule chaudière nécessitait plus de 2000 rivets, chacun méticuleusement installé à la main. Chaque trou percé créait un point de contrainte concentré dans le fer, car retirer de la matière introduit intrinsèquement une faiblesse. Chaque trou de rivet servait ainsi de point de départ potentiel pour des fissures. Bien que les calculs suggéraient que les rivets tiendraient, ces modèles mathématiques supposaient une installation impeccable des matériaux parfaits et l'absence totale de corrosion ou de fatigue. La réalité, cependant, était bien plus complexe. Plus impressionnant encore étaient les tubes de fumée. Il y en avait 2, chacun de 4 pieds de diamètre, s'étendant sur toute la longueur de 30 pieds de la chaudière. Ces tubes étaient formés à partir de tôles de fer laminées, puis assemblés et rivetés, reflétant la construction de l'enveloppe extérieure. Ils devaient être suffisamment robustes pour contenir des flammes dépassant les 2000 degrés, tout en étant entourés d'eau qui tentait de les refroidir. La contrainte thermique était un défi constant. L'intérieur du tube cherchait à se dilater sous l'effet de la chaleur, tandis que son extérieur était simultanément refroidi par l'eau. Cependant, la dilatation thermique ne respecte pas les limites de l'ingénierie. Par conséquent, cette différence de température générait une pression de déformation chaque fois que la chaudière fonctionnait, jour après jour, année après année. Les tubes se désintégraient progressivement, imperceptiblement. L'installation elle-même était un exploit d'ingénierie remarquable. Comment manœuvrer 20 tonnes de fer dans un sous-sol avec un soin et une précision extrême? Les bâtiments étaient fréquemment construits autour de la chaudière, ou du moins de la chaufferie. Les fondations nécessitaient un renforcement, généralement en briques pleines ou en béton, pour supporter le poids immense sans aucun affaissement. Car tout tassement entraînerait des contraintes, les contraintes provoqueraient des fissures, et les fissures entraîneraient une défaillance. La chaudière reposait sur des boulons de fixation, chacun mesurant 10 petits pouces de long et 3 pouces de diamètre. Ces boulons ne supportaient pas seulement le poids, mais devaient également sécuriser la chaudière en cas d'incident. Par conséquent, si une chaudière tentait de s'envoler, ces boulons étaient la seule barrière entre elle et le plafond. C'était du moins la compréhension théorique. En pratique, cependant, ces boulons se cisaillaient sans effort lorsqu'ils étaient soumis à des forces importantes. Le fonctionnement quotidien exigeait une vigilance incessante. Le chauffeur commençait ses tâches avant l'aube. Sa responsabilité était d'allumer le feu, d'amener la chaudière à sa pression de fonctionnement et de la maintenir tout au long de son quart. La consommation de charbon était immense. Une chaudière de taille moyenne consommait entre 2 et 3 tonnes de charbon par jour. Ce combustible devait être pelleté manuellement dans le foyer en continu, heure après heure. Mais la qualité du charbon variait considérablement. Un jour, de l'anthracite propre pouvait être fourni, suivi le lendemain de charbon bitumineux, mais riche en soufre et ayant des taux de combustion différents. Avec des puissances calorifiques variables, le chauffeur était contraint de faire des ajustements constants. Le chauffeur surveillait également en permanence le niveau d'eau. S'il tombait trop bas, la tôle de foyer, la section supérieure du tube de fumée surchaufferait et céderait. Inversement, si le niveau d'eau était trop élevé, l'efficacité serait compromise. La pression nécessitait également une observation attentive. La vapeur devait être libérée si elle s'accumulait excessivement. Ce rôle exigeait à la fois expertise et une attention inébranlable. Pourtant, la vigilance peut faiblir et l'attention peut s'égarer. Par conséquent, une seule erreur avait le potentiel d'être fatale pour toutes les personnes à l'intérieur du bâtiment, et de telles erreurs étaient inévitables. De plus, tout ce système reposait sur une fondation conçue pour un poids statique et non pour des forces dynamiques.
Personne n'avait envisagé les implications si elle se déplaçait, ni la possibilité de mouvement n'était prise en compte dans la conception. Cette masse de 20 tonnes pouvait brusquement se transformer en un projectile dangereux. Cependant, le poids statique n'était pas le seul problème que la fondation devait gérer. La vibration persistante était un facteur constant. Le flux de vapeur générait de la résonance et les cycles de dilatation et de contraction thermique faisaient subtilement bouger l'ensemble de l'appareil. Cependant, ces petits déplacements s'accumulent sur de longues périodes. Par conséquent, au fil de nombreuses années, les jointes de mortier de la fondation en briques développeraient des fissures et les boulons de fixation se desserreraient progressivement. La machinerie se préparait progressivement, imperceptiblement, à se libérer. Pourtant, personne n'inspectait cette défaillance imminente. De plus, il y avait un élément invisible que les ingénieurs n'avaient pas réussi à détecter, et ce facteur invisible était responsable de décès. La menace cachée, une chaudière à vapeur ne semble pas dangereuse. C'est là le problème. Elle ronronne régulièrement, dégage de la chaleur. Elle fonctionne de la même manière depuis des années. Les ouvriers passent devant à chaque quart de travail, mais le calme est trompeur. Par conséquent, la familiarité a engendré le mépris à l'intérieur. Dans ce cylindre, vous stockez de l'énergie sous deux formes, simultanément. La pression et la chaleur, et elles s'amplifient mutuellement. L'eau à pression atmosphérique bout à 212 degrés Fahrenheit, 12 degrés. Physique élémentaire, mais à 150 psi, l'eau ne bout pas avant d'atteindre 366 degrés. À 200 psi, elle reste liquide. Au-delà de 400 degrés, vous maintenez l'eau surchauffée, sous forme liquide uniquement par la pression du récipient. Relâchez cette pression soudainement et l'eau ne bout pas doucement, elle se transforme instantanément en vapeur. 1 gallon devient 16 gallons en une fraction de seconde. Pas un changement de phase, une explosion. Par conséquent, l'énergie stockée dans une seule chaudière à pression de fonctionnement équivaut à environ une demi-tonne de TNT. Cette énergie reste là, en attente, à chaque seconde où la machine fonctionne. Mais l'énergie stockée n'était que la moitié de l'équation. La vraie menace était le récipient qui la contenait. Des plaques de fer sous contrainte constante. Chaque matin, lorsque le chauffeur allumait le charbon, le métal se dilatait en chauffant. Dilatation thermique. Le fer se dilate d'environ 7 millièmes de pouce par pied de longueur pour chaque 100 degrés d'augmentation de température. Une chaudière de 30 pieds, se dilatant de 70 à 400 degrés, augmenterait de près de 3/4 de pouce en longueur. Cela ne semble pas beaucoup, mais quand on parle de milliers de livres de fer forcés de se dilater contre des boulons de montage et des fondations en briques, la contrainte est énorme. Chaque nuit, lorsque le feu s'éteignait, il se contractait en refroidissant. Cyclage thermique. Le fer bougeait jour après jour, semaine après semaine, année après année, mais le métal n'oublie pas. Par conséquent, chaque dilatation et contraction créait une contrainte interne qui s'accumulait de manière invisible. Cette contrainte se concentrait aux discontinuités, aux trous de rivets, aux chevauchements de soudure, à toute pointe où le matériau n'était pas uniforme. Des fissures microscopiques se formaient profondément à l'intérieur du fer. Elles commençaient aux points de contrainte, coins vifs, trous, endroits où la structure granulaire du fer était perturbée. Ces fissures se propageaient lentement à travers le matériau, augmentant progressivement à chaque cycle thermique. La fatigue du métal, elle ne s'annonce pas, ne fait pas de bruit, ne modifie pas l'apparence de la surface. Mais elle tue le matériau de l'intérieur. Par conséquent, elle s'accumule de manière invisible jusqu'à ce que la structure atteigne sa limite. Puis elle cède d'un seul coup. Le matériau lui-même avait des limites que personne ne comprenait pleinement. En 1890, la fonte a une excellente résistance à la compression. Comprimez-la et elle tient. Vous pouvez la charger d'un poids énorme et elle ne bougera pas. Mais sa résistance à la traction est terrible. Tirez dessus
et elle se fissure facilement. Les ingénieurs de l'époque le savaient en principe, mais ils calculaient en se basant sur des charges statiques. Ils ont calculé la pression que la chaudière pouvait supporter si cette pression était constante. Ce qu'ils n'ont pas pris en compte, c'était la charge cyclique. Une pression qui variait, une température qui changeait, un matériau qui était sollicité et relâché des milliers de fois au cours de sa durée de vie opérationnelle. Un récipient sous pression crée une tension dans l'enveloppe. La pression interne tente d'élargir le cylindre. Le fer doit résister à cette dilatation. C'est une contrainte de traction, de la pure tension, la chose même que la fonte gère le plus mal. Les ingénieurs savaient que le fer cédait en traction, mais ils calculaient en se basant sur des charges statiques et non sur des contraintes cycliques. Par conséquent, la différence s'avérerait fatale. Une chaudière capable de supporter en toute sécurité 150 livres par pouce carré, initialement pouvait tomber en panne à seulement 120 livres par pouce carré. Après 5 ans d'utilisation, son matériau se détériorait. Bien que les fissures s'étendent, aucun signe extérieur n'était apparent. La chaudière semblait normale. Mais même si la fatigue avait été comprise, un autre problème existait. La corrosion restait indétectable. La qualité de l'eau fluctuait considérablement. Les sources fluviales, de puits et municipales possédant chacune des compositions minérales distinctes comme le calcium, le magnésium et le fer. Ces substances s'accumulaient sur les surfaces internes de la chaudière, formant du tartre, une couche dure et incrustée qui isolait le fer de l'eau. Bien que d'apparence bénigne, ce tartre générait des points chauds, provoquant la surchauffe du fer en raison de l'action de refroidissement obstruée de l'eau. De tels points chauds entraînaient une contrainte thermique concentrée et sous le tartre, la corrosion érodait constamment le fer. L'oxygène dissous dans l'eau se combinait au fer, produisant de la rouille, qui est considérablement plus faible que le fer. Par conséquent, malgré l'extérieur sain de la chaudière, sa structure interne était consommée. Les parois s'amincissaient, le matériau s'affaiblissait, tout cela sans que personne ne le voie. De plus, il n'y avait aucun moyen d'observer les dommages qui s'accumulaient. Les capteurs, l'imagerie ultrasonore et l'inspection aux rayons X étaient des technologies inexistantes. Les techniques d'inspection étaient rudimentaires. Un inspecteur de chaudière de 1890 ne comptait que sur un marteau et sa vue, tapotant le boîtier et écoutant les indices. Une résonance creuse pouvait suggérer une accumulation de tartre ou de corrosion, mais ce n'était pas une approche scientifique. Ainsi, cela équivalait à une simple conjecture se faisant passer pour un examen approfondi. Les inspecteurs recherchaient des fissures externes, mais ces fissures provenaient de l'intérieur. Au moment où elles devenaient visibles en surface, l'intégrité de la chaudière était déjà gravement compromise. Un voyant indiquait le niveau d'eau et un manomètre affichait la pression. Ces deux dispositifs offraient le seul aperçu des conditions à l'intérieur de 10 tonnes de fer sous pression. Les opérateurs travaillaient sans visibilité complète, se fiant à l'hypothèse que tous les composants internes étaient sains. Des soupapes de sécurité, des mécanismes activés par ressort, étaient en place, destinés à se déclencher si la pression devenait excessive. Cela semble réconfortant jusqu'à ce que l'on examine leur application pratique. Elles étaient habituellement sous-dimensionnées pour réduire les dépenses lors de l'installation. Une soupape de sécurité de taille appropriée, capable de libérer toute la production de vapeur d'une chaudière importante, était coûteuse et nécessitait un espace considérable. Cependant, les vannes plus petites étaient plus économiques, ce qui a conduit à l'installation de dispositifs de sécurité insuffisants pour réduire les coûts. Initialement, elles se corrodaient et se bloquaient en raison de l'exposition continue à la vapeur et à l'accumulation de minéraux. Le calcium dissous dans l'eau incrustait le siège de la soupape et le ressort perdait de sa force à cause de la chaleur. De plus, les opérateurs les bloquaient souvent ou les fermaient complètement. La raison ? Relâcher de la vapeur équivalait à gaspiller du carburant.
Le carburant était cher et son gaspillage entraînait une production réduite. Une production diminuée nécessitait de justifier les baisses de production et les pertes de profit auprès de la direction. Par conséquent, le seul mécanisme destiné à éviter une panne catastrophique était désactivé pour économiser des coûts quotidiens minimes. Ces machines restaient d'apparence tranquilles, mais recelaient une immense puissance destructrice. Chaque jour, les ouvriers passaient devant elles, entendant le sifflement constant, sentant la chaleur, ne percevant aucune menace. Le péril était invisible, parce qu'il était devenu monnaie courante, simplement un autre élément de l'usine, semblable au mur ou au sol. Les ingénieurs avaient une certaine conscience de ces problèmes, comprenant la pression et les matériaux dans une certaine mesure. Cependant, les impératifs économiques étaient primordiaux. Dans les années 1890, des milliers de ces machines alimentaient l'industrie mondiale. Les usines à travers l'Amérique, la Grande-Bretagne et l'Europe en dépendaient fortement. Des villes entières se sont développées autour d'industries alimentées par des chaudières. Arrêter les opérations n'était pas faisable. Pourtant, il y avait une évaluation critique que personne ne voulait affronter. Par conséquent, leur démantèlement impliquait un arrêt de la civilisation elle-même, avec d'innombrables emplois, de vastes investissements en capital et une infrastructure étendue déjà établie. Le retrait était impossible. Les avertissements émergents étaient rationalisés comme des anomalies, des problèmes de maintenance, des occurrences isolées ou des pertes acceptables, même si ces alertes continuaient de se manifester. Ces signes étaient évidents depuis des années. Quels avertissements spécifiquement? Le schéma récurrent impliquait des dysfonctionnements mineurs initiaux, tels que des tubes fissurés permettant à l'eau de s'infiltrer dans le foyer. On détectait des sifflements dans des endroits inattendus où on observait de la vapeur s'échappant des joints sous pression. Le chauffeur enregistrait ses observations dans le journal d'entretien, notant les rivets qui laissaient échapper de la vapeur aux soudures. De petits filets de vapeur blanc s'échappant de connexions sous tension. Cependant, ils étaient ignorés, considérés comme des signes typiques d'usure. Par conséquent, les activations des soupapes de sécurité lors d'une utilisation normale étaient enregistrées comme des tâches d'entretien de routine. La soupape s'ouvrait brusquement, libérait un jet de vapeur pendant une courte période, puis se refermait. Tout était classé comme entretien standard. Fixer les rivets desserrés, réparer les fissures et remplacer les soupapes, c'était considéré comme une pratique courante, car toutes les machines nécessitent un entretien. Pourtant, personne ne reconnaissait ces événements comme faisant partie d'une tendance plus large. Par conséquent, les raisons sous-jacentes de ces problèmes, survenant dans diverses chaudières, dans différentes usines et dans plusieurs États, sont restées inexplorées. Ces dysfonctionnements offraient des aperçus que personne ne souhaitait reconnaître. Par la suite, des événements impossibles à ignorer se sont produits. En juin 1888, à l'usine d'emballage de Kansas City, une tôle de foyer a cédé. La tôle de foyer, qui forme la partie supérieure du tube de fumée, fait directement face à la source de chaleur par le dessous. Si le niveau d'eau diminue, la tôle de foyer devient vulnérable aux flammes, manquant de la protection de refroidissement de l'eau située au-dessus. Le métal surchauffe alors, son intégrité structurelle diminue, et il se rompt sans avertissement. Cependant, l'incident de Kansas City s'est avéré plus grave que les défaillances typiques. Par conséquent, la tôle de foyer s'est déformée vers l'intérieur, libérant de l'eau directement sur un brasier dépassant les 2000 degrés Fahrenheit. Cela a provoqué une production immédiate de vapeur, et la chaudière s'est désintégrée de manière explosive. La catastrophe a fait 12 morts et 30 blessés. La chaudière elle-même a été propulsée vers le haut, traversant 3 niveaux du bâtiment.
Elle a finalement atterri à 2 pâtés de maison de distance, conservant suffisamment de chaleur pour incendier la structure qu'elle a percutée. En novembre 1878, une papeterie située dans le nord du Wisconsin a connu un événement critique. Il s'agissait d'une rupture de tube, car les tubes de fumée étaient soumis à une tension immense. La chaleur interne combinée à la pression externe de l'eau a créé ces conditions. En raison de contraintes thermiques répétées, une fissure a commencé au niveau d'un trou de rivet où le tube rejoignait la plaque d'extrémité. Cette fissure s'est propagée le long du joint, mais sa progression est passée inaperçue. Par conséquent, lors de sa défaillance finale, le tube s'est rompu sur toute sa longueur. L'eau surchauffée à l'intérieur du tube de fumée s'est instantanément convertie en vapeur. L'explosion a manifesté une force directionnelle distincte. La chaudière a été projetée vers le haut, a traversé le toit du bâtiment et a volé sur environ 100 yards en trajectoire, de plonger dans une rivière. 17 vies ont été perdues. À l'arrivée des enquêteurs, la chaudière a été découverte partiellement submergée. L'eau environnante continuait de bouillir. En mars 1895, une usine textile à Rhode Island a connu un événement critique. Il s'agissait d'une séparation de joints, un point de défaillance courant pour les connexions rivetées. La pression a tendance à s'accumuler intensément autour des trous de rivets. Des fissures se développent et se propagent d'un trou à l'autre. Bien que les rivets puissent céder, si un nombre suffisant d'entre eux lâche simultanément, le joint fait plus que simplement fuir. Par conséquent, une fois qu'un nombre suffisant de rivets ont cédé, le joint s'est rompu à Rhode Island. Un joint longitudinal s'est séparé sur toute la longueur de la chaudière. L'enveloppe extérieure s'est déchirée, un peu comme une orange que l'on pèle. 23 personnes ont péri. La structure ne s'est pas simplement effondrée, elle a été déchirée en morceaux. La force de l'explosion était si immense que la chaudière s'est brisée en morceaux. Elle n'a jamais été récupérée entière, seulement des fragments dispersés sur un rayon d'un quart de mille. Le fragment le plus lourd, pesant 600 livres, a été retrouvé encastré dans la terre à 400 pieds des fondations d'origine. Ces incidents ont mis en évidence 3 modes de défaillance distincts. L'effondrement de la tôle de foyer, la rupture de tube et la séparation de joints. Chaque type de défaillance a fourni des aperçus sur les faiblesses mécaniques, mais ces connaissances n'ont pas été diffusées. Par conséquent, les propriétaires d'usines s'abstenaient de publier des rapports sur les défaillances d'équipements. L'environnement concurrentiel favorisait le secret. On ne divulguait pas ces difficultés opérationnelles à ses rivaux. Alors que les compagnies d'assurance surveillaient les dysfonctionnements et évaluaient les risques, elles gardaient ces informations privées. Ainsi, chaque usine était contrainte d'acquérir les mêmes connaissances critiques de manière indépendante, souvent au prix de vies humaines. La situation géographique révélait également des problèmes récurrents. Par exemple, les usines des régions du Nord faisaient face à des défis uniques. L'hiver apportait des cycles de gel-dégel, où l'eau restant dans les tuyaux pendant la nuit pouvait se solidifier. L'expansion de la glace avait le potentiel de fracturer les connexions des tuyaux. Le dégel printanier nécessitait des vérifications approfondies, mais de telles inspections entraînaient des coûts de temps et financiers importants. En conséquence, des raccourcis étaient souvent pris. Les usines des régions du Sud étaient confrontées à des compositions d'eau distinctes. Les rivières du Sud contenaient des niveaux de minéraux variables, entraînant une corrosion plus sévère et une accumulation accélérée de tartre. Par conséquent, les chaudières en Géorgie subissaient des défaillances plus rapidement que les unités comparables au Massachusetts. Les usines côtières rencontraient la salinité. L'eau salée, même en quantité minime, s'avérait plus néfaste que l'eau douce, accélérant considérablement la corrosion.
Bien que cette tendance fût claire pour les assureurs, les propriétaires d'usines se cachaient mutuellement les informations. Ainsi, le paysage concurrentiel exigeait la confidentialité. Cette culture du secret a entraîné des décès. À l'approche de la fin du siècle, les données actuarielles ont révélé des relations distinctes entre l'âge d'une chaudière et sa probabilité de défaillance, entre la pression de fonctionnement et la gravité des dysfonctionnements, et entre la pureté de l'eau et la vitesse de corrosion. Bien que tous ces facteurs fussent statistiquement prévisibles, de simples statistiques se sont avérées insuffisantes pour éviter les explosions. De plus, les usines de fabrication continuaient à construire de nouvelles chaudières et à entretenir les anciennes, car cesser les opérations entraînerait des pertes financières. De plus, certaines défaillances se sont avérées plus catastrophiques que d'autres. Considérez les conséquences lorsqu'une chaudière tombait en panne sous charge maximale, d'autant plus que la majorité des explosions se produisaient généralement soit pendant l'activation, soit pendant la désactivation. Contrainte induite par les fluctuations thermiques lors des changements de température. Cependant, en de rares occasions, une chaudière se rompait alors qu'elle était à sa pression de fonctionnement maximale, délivrant sa pleine capacité de vapeur et contenant son énergie stockée maximale. En conséquence, la dévastation a considérablement augmenté. Que se passe-t-il quand quelque chose finit par céder ? La force destructrice, la détonation d'une chaudière se déroule plus rapidement que les sens humains ne peuvent l'enregistrer, prenant moins de 5 secondes entre le dysfonctionnement initial et l'immobilité complète. Elle provient d'un unique point faible. Un rivet se détache, un joint se sépare, un tuyau se fracture, créant une ouverture pas plus grande qu'un ongle. Cependant, de l'eau à 150 psi et 400 degrés Fahrenheit rencontre cette brèche. En conséquence, la pression chute instantanément. L'eau ne se contente pas de bouillir. Elle se transforme de manière explosive en vapeur, se dilatant 16 fois. La physique sous-jacente est simple. En jeu, la transformation de l'ECE en vapeur, accompagnée d'une expansion, libère de l'énergie. Cette énergie doit trouver une voie d'évacuation. Pourtant, l'enveloppe de la chaudière est incapable de la contenir. Ainsi, le métal s'avère insuffisant en résistance. La structure se brise. L'énergie libérée lors de l'explosion d'une chaudière standard équivaut approximativement à une demi-tonne de TNT. Néanmoins, son mécanisme de libération diffère. Le TNT explose, générant une onde de choc qui voyage plus vite que le son. Cependant, les chaudières ne détonnent pas. Elles déflagronnent plutôt. Leur explosion est subsonique, mais elle reste absolument dévastatrice. Car, contrairement à une bombe conçue pour une fragmentation uniforme, une chaudière se rompt le long de ses vulnérabilités inhérentes, lignes de rivet, soudure et toute zone où le stress s'est accumulé. En conséquence, le résultat est erratique, désordonné et létal. Les plaques métalliques se déchirent précisément là où les rivets sont alignés. Les rivets eux-mêmes se transforment en projectiles. Chaque rivet individuel ne pèse que quelques onces. Pourtant, lors de la rupture d'une soudure, ces rivets atteignent une accélération rapide. En conséquence, les chercheurs ont déterminé que leur vitesse dépassait les 100 miles par heure. Un rivet de 3 onces voyageant à une telle vitesse possède une énergie cinétique suffisante pour percer 3 pouces de profondeur dans une maçonnerie solide. Des rivets ont été découverts logés dans des poutres en bois, déterrés du sol et récupérés de restes humains. Le physique humain est incapable d'arrêter un rivet voyageant à une vitesse aussi immense. Il crée des perforations précises et nettes. L'os n'offre aucune résistance. Les organes internes sont déchirés. La pression sanguine chute instantanément. Certaines victimes ont été découvertes debout, décédées avant de s'effondrer, un rivet ayant traversé entièrement leur abdomen.
Les plaques métalliques représentent une menace encore plus grande. Un segment de l'enveloppe d'une chaudière pouvait peser 400 livres, composé de fer d'un demi-pouce d'épaisseur, mesurant 3 par 4 pieds. Cependant, une fois qu'elle se détache, elle culbute. En conséquence, alors qu'elle tourne dans l'atmosphère, ses bords tranchants se transforment en lames mortelles. Un récit d'une explosion dans le Massachusetts a détaillé une plaque découverte enfoncer le bord en premier dans la terre, semblable à un poignard lancé. Elle avait percé une cloison en bois, traversé 20 pieds d'espace ouvert, puis s'était fermement logée dans le sol. Son encastement était si ferme que 4 individus équipés de barres à levier furent nécessaires pour la retirer. La plaque avait pénétré le sol à une profondeur de 2 pieds. Une autre plaque a sectionné les têtes de 2 hommes d'un seul mouvement rapide. Une coupe parfaitement nette. Le bord, affûté par le processus de cisaillement, fonctionnait efficacement comme un instrument de coupe. Néanmoins, l'onde de choc s'avère plus périlleuse que les éclats. La décharge abrupte de pression génère une différence de pression significative. À l'intérieur de la chambre de la chaudière, la pression monte puis diminue rapidement, mais l'onde se propage extérieurement à la vitesse du son. En conséquence, elle impacte les murs, les individus et tous les objets sur son passage. La surpression intense pulvérise tout dans un rayon de 50 pieds. Le verre ne se contente pas de se fracturer. Il se vaporise instantanément, se transformant en une fine poussière qui se disperse vers l'extérieur comme une violente tempête de sable. La maçonnerie ne s'effondre pas simplement. Elle détonne en d'innombrables fragments, chaque morceau devenant un projectile secondaire. Les poutres en bois ne se contentent pas de se briser. Elles volent en éclats en milliers d'échardes. L'organisme humain, cependant, réagit de manière identique. En conséquence, les os ne se fracturent pas proprement, ils se désintègrent plutôt, les fémurs se brisant avec la netteté de brindilles cassantes, les côtes s'enfoncent vers l'intérieur, perforant les poumons et le cœur. Les tissus mous se déchirent en raison de la variation de pression extrême. Les poumons s'effondrent même si la respiration n'a pas lieu à l'instant précis de l'impact. Les tympans se rompent, les vaisseaux sanguins oculaires éclatent, rendant les survivants aveugles. Les organes internes saignent abondamment à cause de l'onde de choc. Le foie, à lui seul, se déchire. La rate se rompt même sans impact direct de débris. L'onde de pression elle-même possède une force létale, entraînant des décès par hémorragie interne des heures après l'événement. Des individus peuvent se promener, inconscients de leur mort imminente. Un projectile d'artillerie militaire est spécifiquement conçu pour se fragmenter, méticuleusement élaboré pour se briser en composants prévisibles afin d'établir un rayon létal. Cependant, une explosion de chaudière est bien plus grave. En conséquence, elle est incontrôlée et erratique. Dans les limites d'une structure, aucune distance de sécurité n'existe. Ce n'est pas le cas lorsque les murs contiennent et réfléchissent l'explosion, ni lorsque le plafond canalise la force vers le bas. La structure elle-même devient un composant de l'arme. Par la suite, de la vapeur surchauffée inonde chaque espace disponible. Invisible, à 400 degrés ou plus, cette vapeur se comporte différemment de celle produite par une bouilloire. Elle reste invisible jusqu'à ce qu'elle commence à se condenser, mais à ce moment-là, vous avez déjà été affecté. Par conséquent, elle ne se contente pas de brûler. Au lieu de cela, elle est bouillante instantanément, la peau exposée. Les vêtements n'offrent aucune défense. Le coton s'enflamme, tandis que la laine rétrécit et se resserre. Le cuir durcit et se fissure. Cependant, les dommages les plus graves sont internes. L'inhalé provoque l'ébullition instantanée de vos poumons de l'intérieur, car l'humidité de vos voies respiratoires se transforme en vapeur. Les tissus gonflent instantanément, obstruant les voies respiratoires. Vous êtes incapable de respirer, incapable de crier.
Il n'y a rien à faire d'autre que de se noyer dans ses propres fluides corporels. Les survivants, les rares qui l'ont enduré, ont décrit la sensation comme étant à la fois de la noyade et de la brûlure. Votre gorge se ferme rapidement et vos poumons se gorgent de liquide. En quelques secondes, des brûlures au 3e degré enveloppent tout leur corps. L'humidité de leurs poumons s'est transformée en vapeur, provoquant le gonflement des tissus et la fermeture des voies respiratoires. Certaines victimes ont péri instantanément sous le choc. D'autres ont succombé à l'asphyxie quelques minutes plus tard. Des jours après, certains sont morts de leurs brûlures ou d'infections ultérieures, conséquence d'avoir perdu toute leur peau. Quelques individus ont survécu, mais ils ont été irrévocablement altérés. Leurs visages étaient défigurés et leurs mains se sont soudées, ressemblant à des griffes. Leurs voix ont été réduites au silence, leur vie brisée. Lors de l'incident de Grover, la chaudière a traversé une voie publique s'encastrant à 300 pieds de là dans un quartier résidentiel. Sur les 58 décès, 14 personnes n'étaient pas des employés de l'usine. Elles n'avaient même jamais pénétré dans les lieux. Ils étaient simplement dans les environs, pris au mauvais endroit, au mauvais moment. Cela incluait une mère étendant du linge, un enfant jouant dehors et un homme en route pour le magasin. Ils sont morts parce que le fer ne tient pas compte des limites de propriété. La destruction se propage par vagues depuis le point central. Par conséquent, les structures voisines perdent leur mur mitoyen et s'effondrent vers l'intérieur. La perte s'étend au-delà du seul bâtiment abritant la chaudière. Les structures adjacentes sont également détruites. Des incendies éclatent à partir du charbon dispersé, des conduites de gaz fracturées et du foyer de la chaudière qui disperse du combustible incandescent sur les débris. La puanteur est insupportable. L'air est épais de l'odeur de charbon, de bois et de chair brûlée. Les survivants la décrivent comme une expérience inoubliable qui hante leur cauchemar pendant des décennies. Une femme travaillant à une machine à coudre à 3 pièces de distance a été tuée par un rivet qui a transpercé 2 murs de briques. Elle a péri avant même que ses collègues ne puissent en comprendre le bruit. Au dernier étage, un homme a chuté de 4 étages alors que le plancher sous lui cédait. Il a survécu à la chute initiale mais a succombé à des blessures internes 2 jours plus tard. L'usine a cessé ses activités immédiatement. Pas une fermeture progressive, ni après une évaluation, mais instantanément, car il ne restait rien. Des centaines de personnes se sont retrouvées sans emploi en 5 secondes. Les rues se sont remplies de familles. Des questions surgirent. Qui était à l'intérieur? Qui a péri? Qui a survécu? Personne n'avait de réponse. La confusion était totale. Les morgues furent rapidement débordées. Les morgues des petites Valles ne sont pas équipées pour une telle catastrophe. Les corses furent placées dans la rue, recouvertes de draps. Les familles se déplaçaient le long des rangées, soulevant les couvertures, cherchant des visages familiers. Les hôpitaux épuisèrent rapidement leur capacité d'accueil. Les réserves de morphine diminuèrent, tout comme les pansements. Les médecins s'occupaient des patients dans les couloirs, les salles d'attente ou tout espace disponible. Alors que les villes avaient des protocoles pour les incendies et les inondations, elles étaient totalement impréparées à un événement de cette nature. Après chaque explosion, les enquêteurs arrivaient, examinaient la scène, puis tout était reconstruit. Le même design, les mêmes risques. Pourquoi? Parce que arrêter coûtait bien plus cher que de continuer. Mais c'était le calcul que tout le monde avait fait. Ainsi, une usine sans chaudière signifiait une usine à l'arrêt. 300 ouvriers perdaient leur emploi, 300 familles sans revenus. Le propriétaire de l'usine subissait des pertes de revenus. La ville perdait ses recettes fiscales et les fournisseurs perdaient également leurs contrats.
Les retombées économiques se propageaient à l'extérieur. C'est pourquoi ils reconstruisaient. Les coûts étaient couverts par l'assurance. Le fabricant de chaudières livrait également un équipement de remplacement. Les ouvriers revenaient. La production reprenait. Ce cycle continuait. Qui en profitait? Les propriétaires d'usines maintenaient leurs activités. Les fabricants de chaudières continuaient à vendre leurs produits. Les compagnies d'assurance continuaient à percevoir des primes, déjà tarifées, pour couvrir les pertes anticipées. Mais qui en payait le prix? C'étaient les ouvrières, les familles, les villes. Ceux qui ne pouvaient pas partir, ceux qui avaient besoin de leur salaire, ceux qui vivaient dans l'ombre de ces machines parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Il fallait quelque chose pour briser ce cercle vicieux. Mais ce n'était pas ce que vous pensez. Ce n'était pas la réglementation, ce n'était pas l'indignation, c'était l'économie. Une solution moins chère devait apparaître. Et elle est arrivée. Les enquêteurs pesaient les débris, mesuraient les distances et collectaient des données. Cependant, ils ignoraient les problèmes fondamentaux. Pourquoi ces machines étaient-elles autorisées à être installées à l'intérieur? Pourquoi les systèmes de sécurité étaient-ils si souvent désactivés? Et pourquoi les inspections n'étaient-elles que des formalités? Mais ces questions n'apparaissaient jamais dans les rapports. Par conséquent, les conclusions revenaient toujours à un point commun. Une erreur de l'opérateur ou un matériau défectueux, une cause unique. L'affaire était classée. L'assurance payait, les entreprises commandaient des chaudières de remplacement. Toujours l'ancien design, toujours l'ancienne capacité, toujours les mêmes risques. Alors, si les enquêtes ne pouvaient pas l'arrêter, si l'assurance ne pouvait pas l'arrêter, et si même les morts d'ouvriers ne pouvaient pas l'arrêter, qu'est-ce que c'est qui a finalement réussi? Voici la réponse. Les chaudières n'ont pas disparu parce qu'elles étaient dangereuses. Elles ont disparu parce que quelque chose de moins cher est apparu. Pas à cause de la sécurité, ni à cause de la réglementation. L'économie était le facteur principal. Les efforts pour trouver des solutions étaient prévisibles. De meilleures soupapes de sécurité avec un débit plus élevé, des limites de pression appliquées par les inspecteurs et des inspections annuelles obligatoires. Cependant, ces mesures n'ont eu qu'un effet très limité. Ainsi, les explosions sont devenues moins fréquentes. Mais moins fréquentes ne signifie pas qu'elles ont disparu. Le problème fondamental persistait. Vous stockiez toujours une quantité d'énergie potentiellement catastrophique directement chez vous. Les avancées techniques ont fait une différence significative. L'utilisation de l'acier au lieu du fer. La résistance à la traction de l'acier est presque le double de celle de la fonte. Une meilleure résistance à la propagation des fissures. Une durée de vie en fatigue plus longue également, mais l'acier était plus cher. Par conséquent, son adoption a été lente. Une autre solution était le soudage au lieu du rivetage. C'était une percée révolutionnaire. La technique de soudage à l'arc électrique est devenue réalisable. Au début des années 1900, les soudures ont complètement éliminé les trous de rivet. Il n'y avait plus d'interruption, ni de pointe de concentration de contrainte. Un matériau sans couture. De plus, si elles étaient correctement réalisées, les soudures étaient en fait plus résistantes que le métal de base. Cela a donc complètement changé la façon de fabriquer les récipients sous pression, avec des conceptions à tube d'eau. Au lieu des conceptions à tube de fumée, cela a tout changé. Au lieu de grands tubes contenant du feu, il y avait maintenant de petits tubes contenant de l'eau. Moins d'eau signifiait moins d'énergie stockée. Cependant, une chaudière à tube d'eau pouvait ne contenir qu'un dixième de la quantité d'eau d'une chaudière à tube de fumée de capacité équivalente. Par conséquent, en cas de défaillance, l'explosion serait proportionnellement plus petite. Mais ces améliorations étaient très coûteuses. Une chaudière en acier coûtait le double d'une chaudière en fer.
L'équipement de soudage n'était pas courant. Les soudeurs devaient suivre une formation et être certifiés. De plus, les chaudières à tube d'eau étaient plus complexes à utiliser, nécessitant donc plus d'entretien. Et le remplacement d'une chaudière en service signifiait un arrêt de production. Des semaines de production perdues pendant que l'ancien équipement était démonté et le nouveau installé. C'était un investissement majeur sans retour immédiat. Le volume de production n'a pas augmenté. Seule la sécurité du processus s'est améliorée. C'était une proposition difficile jusqu'à ce que de nouvelles options, comme les réseaux électriques, deviennent disponibles. Cette innovation fut véritablement transformatrice. Des centrales électriques centralisées produisaient de l'électricité qui était ensuite distribuée via des câbles en cuivre. Par conséquent, le réseau facilitait le transfert d'énergie sans qu'il soit nécessaire de transporter de la vapeur. Les usines n'avaient plus besoin de récipients sous pression individuelle. Elles utilisaient plutôt des moteurs compacts et sécurisés ou des moteurs à combustion interne alimentés par le pétrole et le gaz. Cela signifiait qu'aucune chaudière n'était nécessaire et donc aucun chauffeur n'était employé. Le stockage du charbon est devenu obsolète. La panne d'un moteur électrique signifiait simplement son remplacement, sans aucun risque d'explosion. En revanche, un dysfonctionnement de chaudière pouvait s'avérer fatal pour quiconque se trouvait dans un rayon de 3 pâtés de maison. En conséquence, la concentration des risques a été effectivement éliminée. Fonctionner à l'électricité s'est avéré plus rentable. Il n'y avait pas de salaire de chauffeur, pas de frais de livraison de charbon, pas de frais d'inspection et pas de primes d'assurance supplémentaires. Les assureurs ont certainement pris note de ces avantages. Cependant, ces compagnies ont commencé à imposer des primes nettement plus élevées aux installations qui continuaient à dépendre de la vapeur. Par conséquent, les calculs financiers sont devenus trop convaincants pour être ignorés. Les grandes entreprises disposant de capitaux suffisants ont été les premières à faire la transition. Les petites usines se sont ensuite converties à mesure que l'électricité s'étendait aux régions rurales. Dans les années 1930, les nouvelles conceptions de bâtiments intégraient rarement des chaudières et les architectes ont cessé de planifier des structures autour d'elles. Le coût humain durant la période de 1880 à 1930 fut considérable. Plus de 50 000 personnes ont péri dans des explosions de chaudières documentées aux États-Unis seulement, un chiffre dépassant les décès survenus lors de la construction du canal de Panama. Le nombre réel à l'échelle mondiale est sans aucun doute plus élevé. En incluant l'Europe et le Canada, le bilan mondial des morts dépasse probablement les 100 000. Les répercussions économiques, calculées en monnaie actuelle, se sont élevées à des milliards, alors que la plupart des preuves physiques ont disparu, mises au rebut, fondues ou intentionnellement effacées. Un héritage durable est né de la dévastation. Le code ASEM des chaudières et des appareils à pression. Institué en 1914, il représentait la première norme de sécurité complète. Il imposait des exigences matérielles spécifiques, des calculs de conception intégrant des facteurs de sécurité obligatoires et des calendriers d'inspection réguliers. Pourtant, le changement profond était philosophique. Le principe est devenu « si cela peut tomber en panne, concevez pour gérer cette panne ». Les récipients sous pression contemporains ne sont pas plus sûrs parce qu'ils sont immunisés contre la panne. Au lieu de cela, leur sécurité accrue découle de notre hypothèse qu'ils vont tomber en panne et de notre planification subséquente. Les mesures de confinement sont devenues obligatoires. Les soupapes de décharge ont été dimensionnées pour le débit maximal et de multiples systèmes de surveillance ont été mis en œuvre. Vous avez probablement des récipients sous pression chez vous en ce moment même. Pensez à votre chauffe-eau ou à votre système de CVC. Vous leur faites confiance et à juste titre, car les systèmes contemporains intègrent toutes les leçons apprises. Néanmoins, la physique fondamentale impliquée n'a pas changé. Par conséquent,
l'eau continue de se dilater d'un facteur de 16. La distinction cruciale réside dans notre respect acquis pour les substances que nous contenons. Chaque soupape de décharge peut être retracée jusqu'à une explosion passée, et chaque réglementation est, en substance, inscrite dans le sang. Les souvenirs s'estompent avec le temps, et les réglementations peuvent souvent sembler n'être que de la bureaucratie. Chaque génération successive est contrainte de redécouvrir la raison d'être de ces règles. La véritable perspicacité n'est pas que le progrès lui-même soit périlleux. En effet, le progrès est ce qui a construit la civilisation. Au contraire, la leçon essentielle est que négliger les raisons d'établir des mesures de protection représente un danger significatif. Par conséquent, le stockage d'énergie n'est jamais sans coût et les systèmes de confinement ne sont jamais entièrement sans faille. Cette vérité nous a été douloureusement rappelée. 50 000 vies ont été le prix payé pour cette leçon inestimable. Nous ne devons pas nous permettre de l'oublier. Car l'oubli mène inévitablement à la réapprentissage et le coût de cette éducation ne diminue jamais.